Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Et puis après, c'est à toi de dérouler et de nous emmener là où tu as envie d'aller. Et combien de temps ça dure déjà ? Le temps que tu as à nous offrir. C'est dingue. Mais moi, ce qui m'esbaudit, c'est qu'il y a une dictature du court dans les médias. Il faut faire un format très très court. Les gens, plus de 3 minutes, même pas y regardent. Comment vous arrivez à faire que vous avez quand même un audimat et... C'est notre parti pris depuis le début, où on nous a beaucoup de gens nous ont dit mais ce sera jamais écouté, c'est trop long. Notre deuxième épisode, tu connais Dominique Steyler ? Ouais. L'épisode dure 3h30 et c'est le deuxième qu'on publie il y a 2 ans et demi. Donc, on a donné le ton tout de suite, tu vois, parce qu'on a vraiment ce parti pris de dire, en fait, on a une super discussion qui a duré tout ce temps-là. On va pas couper un bout, on ne comprend plus après. Et puis, la rencontre, en tout cas, puisque nous, c'est une rencontre qu'on fait, parce qu'on se rencontre pour la première fois, mais c'est aussi une rencontre pour les gens qui écoutent avec toi. Il n'y a pas de rencontre s'il y a un timing de 30 minutes avec un objectif de t'avoir fait dire ça, avec des questions hyper préparées à l'avance. La rencontre, elle se fait pas, en fait. On est dans de l'efficacité. Voilà. Vous prêchez un convaincu, c'est plutôt le public qu'il faut arriver à convaincre. En tout cas, le parti pris, c'est celui-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on a, depuis 2 ans et demi, chaque mois un peu plus d'écoute. Donc, la pente est... C'est contre-courant des standards, j'adore. Ouais, et en fait, souvent, on nous dit... c'est chouette que vous preniez le temps. Et je pense que malgré tout, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui reconnaissent la valeur de la qualité et donc du temps long, plus ou moins long. Mais... Après, le podcast est aussi un média qui se prête bien à ça parce que tu peux le démarrer, l'arrêter, le reprendre, revenir un peu en arrière, réécouter. Et donc, pour le coup, le podcast, là où, par exemple, sur un article, si tu le consommes pas dans l'instant et que c'est pas rapide, jamais tu reviens sur l'article en disant « Ah tiens, j'avais pas fini de lire l'article au milieu. » Donc, c'est un média qui s'y prête pour le coup pas mal aussi. Non, mais ça fait du bien d'aller dans ce sens-là, de ralentir, de prendre le temps. C'est déjà un acte militant. Ouais. Non, tout à fait. C'était vraiment J'aime bien ce mot militant. Ravi. Voilà. Ça roule ? Let's go. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour. Bonjour Serge. Alors Bonjour. Aujourd'hui, on est avec Serge Mangue-Joubert. Serge, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mention spéciale aussi à Olivier Frérot, qui a créé le pont entre nous. Avec toi, Serge, nous avions envie de parler de transition, qu'elle soit individuelle, collective, territoriale, tu nous le dis, toutes nous guident vers la symbiocène. C'est-à-dire la prochaine ère géologique, celle qui prendra le relais du mortifère anthropocène, dont il devient urgent d'en sortir à l'échelle de l'humanité. On est quand même en train de le voir, avec l'été qu'on vient de passer, les stress hydriques, etc. Il faut vraiment qu'on s'en sorte. Serge, tu accompagnes ces transformations, et tu accompagnes cette transformation en reconnectant les individus et les organisations à la nature, et notamment à la forêt. Tu le dis, la forêt n'est plus un décor, n'est plus une ressource, c'est un partenaire avec lequel on rentre en symbiose. Avec Lucie, on est très heureux de passer un moment avec toi pour en savoir plus sur ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Mais avant ça, Serge, qui es-tu ? Bonjour à tous. Cette question, elle est tellement vaste. Qui suis-je ? Moi, je suis un bout de la Terre qui est animé, comme vous tous qui m'écoutez, comme vous deux, Lucie et Romain. C'était John Seed, un des fondateurs de l'écologie profonde, qui disait « Nous sommes la
des pierres qui dansent. Je suis un morceau de planète qui a pris vie. Et qui, après plus de 3,5 milliards d'années d'évolution, est devenu moi. Qui est moi? Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a une conscience qui s'incarne dans un corps, qui a 46 ans, qui habite entre Lyon et Chambéry, qui a un parcours complètement, au départ, pur produit de l'Anthropocène, justement, avec une immense foi dans la science et la technologie. Et puis, petit à petit, ouais, le regard a bougé, le regard a évolué. J'ai pris justement conscience progressivement que j'étais un bout de planète, que j'étais pas coupé du reste de tous les autres bouts de planète qui sont sur cette planète. Et je crois que c'est vraiment tout se résume à ça aujourd'hui. En fait, si je devais me définir, je pense que je me définirais par là où j'en suis dans ce que je crois être ma mission de vie. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je suis, c'est quelqu'un qui cherche justement à faire prendre conscience à ses congénères Homo sapiens autour de lui qu'on n'est pas coupé du reste du vivant et qu'il est urgent de se souvenir de ça, urgent de revenir en symbiose, d'arrêter de parler de nature notamment. Il n'y a pas de nature, c'est une pure construction des modernes. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Et pas juste d'en parler, en fait. Moi, ce que j'essaie de faire, ce qui me définit peut-être aussi dans cette mission de vie, c'est pas juste d'en parler, parce qu'il y en a qui en parlent bien mieux que moi. Philippe Descola, Glenn Albrecht et tout, aussi, pareil, c'est des noms que je cite maintenant, mais qu'on pourra développer tout à l'heure. Mais moi, j'essaie de le vivre déjà pour moi, puis dans mon métier, d'accompagner les individus, les organisations et les territoires vers cette reconnexion et vers ce changement de paradigme, ce changement de façon d'être au monde, justement de la fameuse ère de la rationalité dont parle Olivier Frérot, CF, les tipping points avec Olivier Frérot, et que moi j'appelle l'Anthropocène. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle l'Anthropocène d'ailleurs, mais enfin voilà. Et vers l'ère de la relationnalité que Glenn Albrecht appelle le symbiocène. Il y a vraiment ce basculement-là, cette bascule-là. J'essaie de faire ma part le plus possible, le mieux possible, le plus humblement possible aussi, puisque je sais que je vais pas sauver la planète à moi tout seul. Mais si je devais, voilà, pour répondre à la question qui es-tu, je suis un petit bout de ça, quoi. Voilà. Moi, je suis très touchée par ces mots, un bout de la terre qui est animé. Parce que tu commences comme ça en disant je suis un bout de la terre qui est animé. Ça résonne fort, en fait. Ces mots-là, ouais. Je suis vraiment touchée par ça. Tu le disais, tu es partie d'un endroit où tu avais une foi énorme en la rationalité, en la science. Quel est peut-être ton premier point de bascule ou les petites graines qui ont fait que tu t'es ouvert à un champ plus large, à d'autres choses, sans exclure ce champ scientifique, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, j'ai toujours foi en la science. Je reste un passionné de science. C'est la technologie le problème. Je suis donc quand j'étais enfant puis ado, il y avait vraiment beaucoup de moments dans ma vie de ce moment-là où j'étais fasciné par l'ingénierie, par les grandes constructions. D'ailleurs, je voulais faire ingénieur plus tard. Quand je serai grand, je serai ingénieur. J'étais fasciné par les Lego, puis je voulais faire des vrais Lego en vrai, dans la vraie vie, construire tout un tas de trucs. Je me souviens, tous les ans, un des premiers trucs que je faisais quand j'entrais dans une librairie après le changement d'année, donc en janvier, c'est que j'allais voir les cartes de France et je regardais les nouveaux projets d'autoroute et je trouvais ça hyper trippant qu'il y ait des autoroutes en plus, quoi. J'en étais là. J'étais fasciné par les réseaux et tout. Et puis j'avais aussi une autre part de moi qui était fascinée par l'aviation. Je me disais peut-être je pourrais être pilote de chasse même. Ouah, trop bien. Et j'y repense. Et puis j'adorais les maths, la physique. Ça c'est pas la technologie, mais c'est ce qu'il y a avant. Donc j'ai fait une classe prépa, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école centrale. Et puis il y a plein de matières qui me plaisaient bien quand même, quoi. Mais en même temps, petit à petit, il y a autre chose qui a commencé à pousser.
c'est venu en fait finalement assez vite parce que les premières graines de l'autre chose, c'est dès l'âge de 5-6 ans. C'est assez perso ce que je vais partager, assez intime, et puis je suis assez ému d'en parler là. J'ai eu l'énorme chance que mes parents m'emmènent sur un glacier quand j'avais 5-6 ans. Le glacier blanc. Facile à l'époque, le glacier blanc c'était facile parce qu'il descendait super bas, et même pour un petit gamin, en 1 heure de montée, on était dessus, quoi. Carrément dessus. Et puis ils me tenaient chacun par la main et on se promenait sur la langue terminale. Puis il y avait plein de crevasses et moi j'étais fasciné, je trouvais ça incroyable. Et puis en fait, au fond de chaque crevasse, il y avait des centaines de canettes de Coca, de Perrier, de Pepsi, de bière. C'était une décharge. Et j'ai eu une espèce de crise d'hystérie. Je me suis mis à pleurer, à crier, je m'en souviens, quoi. C'était vraiment genre, mais what the fuck, quoi, qu'est-ce que je fais là ? C'était pas ça le contrat, quoi. Enfin, il y avait vraiment un truc que ça déconnait à plein tube, là. C'était vraiment pas ok de voir ça. Je pense qu'il y a eu un trauma à ce moment-là. Et à partir de là, je me suis dit, attends, il y a vraiment un truc qui va vraiment pas. Et depuis, j'étais souvent touché quand je voyais des décharges, quand on me racontait toutes les absurdités du système agro-industriel. J'avais la chance d'avoir un copain qui était fermier et qui petit à petit mettait ses parents mettaient les phalanges, puis les doigts, puis les mains, puis les bras dans l'engrenage des endettements et des hangars et de la modernisation. Et ils en étaient super fiers et tout, mais en fait, ils se retrouvaient à devoir jeter 20 000 litres de lait par an dans la terre parce qu'il y avait des problèmes de quotas. Et tout ça me révoltait. Je trouvais ça débile. Et petit à petit, quoi, je me suis construit une révolte, un sentiment de révolte par rapport à toute l'absurdité du monde moderne. Et en même temps, j'étais en ambivalence parce qu'en même temps, je continuais à vouloir toujours plus d'autoroutes. Et puis quand, par contre, j'allais dans les montagnes et que je voyais des grosses infrastructures, ça me choquait, quoi. Donc j'ai mis du temps à sortir de cette dissonance cognitive. Ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que j'ai vraiment fait complètement le choix de refuser la technologie pour la technologie à partir du moment où j'ai quitté mon métier, mon ancien métier qui était consultant en géomatique. C'est-à-dire, la géomatique, c'est une discipline qui est à l'intersection entre informatique et géographie. Et qui était une réponse technologique aux problématiques générées par l'Anthropocène. Donc c'était encore une réponse anthropocénique. Et j'ai quitté ce métier fin 2016. Et là, vraiment, je pouvais me dire, ok, j'ai vraiment tourné le dos à la technologie pour la technologie. Il y a vraiment bien d'autres priorités que de développer la technologie et bien d'autres priorités que de s'émerveiller en fait, je suis sorti du grand récit du progrès, quoi. Le grand récit qui de toute façon ne marchait plus. Et je faisais partie de ces personnes qui bifurquaient, qui arrêtaient d'y croire et qui croyaient à autre chose que ce fameux progrès technologique qui allait sauver l'humanité. Et en fait, en l'occurrence, il était en train de l'emmener droit dans le mur. J'avais même un adage, c'était on n'arrête pas le progrès, c'est lui qui nous arrêtera. C'est quoi les grandes absurdités là sur lesquelles tu travailles jusqu'à 2016 ? Enfin, ce que toi, tu décris comme absurdité, où tu te dis, mais en fait, je fais ça, intellectuellement, c'est hyper stimulant, ça appelle toutes les compétences que j'ai développées, que je voulais développer, mais en fait, ça a un non-sens. Je crois que le plus fou, c'était de croire qu'avec les systèmes d'information géographique, donc les solutions informatisées de gestion des infrastructures et des territoires, sous forme de bases de données, de cartographie, de croire que ça allait permettre de tout résoudre. En fait, je mettais le territoire dans des petites boîtes, dans des bases de données. Alors, les réseaux d'eau, ils vont dans telle couche, les limites administratives, elles vont dans telle autre couche, l'éclairage public dans telle autre couche, la végétation là, puis il y avait des centaines de couches qui décrivaient le territoire. Puis avec des modèles de données, on modélisait tout ça. Puis il y avait la croyance qu'on maîtrisait, on contrôlait, et que ça allait permettre de tout guérir sur le territoire. Et en fait, c'est absurde parce que il y avait aucun rapport sensible. C'était complètement désensibilisé, dévitalisé. Il n'y avait plus de lien vivant entre les humains et le territoire par cette approche-là. Et c'est là où je me suis dit, non, mais moi, c'est pas ça que je veux.
C'est chouette, hein. Effectivement, comme tu dis, c'est super stimulant intellectuellement de faire des modèles de données, de réfléchir à comment on peut faire des jointures spatiales toujours plus sophistiquées, etc. Ouais, super. Mais en vrai, c'est pas là que ça se joue, quoi. J'étais pas dans ma mission, en fait. J'étais dans un bureau en train de travailler avec un ordinateur, et moi, ce que je voulais, c'était reconnecter, faire de la reconnexion au vivant, dehors, entre les humains et les non-humains. Donc, même si ça me plaisait intellectuellement, il y a un moment, il fallait que je prenne mes responsabilités, que j'assume cette mission qui m'appelait. Alors ça s'est fait petit à petit, mais voilà. T'es entouré de personnes qui basculent aussi en 2016 ? En 2016, Quand tu t'arrêtes et que ça commençait à basculer autour de moi, mais pas beaucoup, pas encore. Il y en avait quelques-unes qui montraient le chemin. J'avais notamment un ancien collègue qui se reconnaîtra s'il écoute là, qui est devenu éducateur spécialisé, alors que lui aussi travaillait dans les systèmes d'information géographique. Il m'a montré le chemin, il m'a inspiré. Quand il a démissionné de la boîte que j'avais montée, j'étais vraiment triste parce qu'il était précieux pour la boîte. Et puis en fait, en vrai, c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire. Et il m'a montré le chemin, et quelques années plus tard, j'ai suivi. Ah, je suis pas devenu éducateur spécialisé, mais ce que je veux dire, c'est que je suis parti sur un métier plus dans le sensible. Tu peux nous le raconter un peu, ce nouveau métier ? Que je fais maintenant ? Oui. Ouais, d'accord. Donc quand on me demande tu fais quoi ? Alors avant déjà, quand je racontais la géomatique, je mettais 10 minutes à expliquer. Mais en fait, c'était un temps béni parce que ça prenait que 10 minutes. Maintenant, pour expliquer ce que je fais, ça prend vraiment du temps. Donc je me définis comme facilitateur de transition. Merci Romain pour l'intro parce que c'était ça. Avec en plus les 3 parties que tu as citées, c'est-à-dire les transitions individuelles, les transitions collectives et la transition territoriale, la transition écologique. Et avec la particularité que cette transition que je facilite, elle se fait toujours en forêt et avec l'aide de la forêt. Donc, si je développe, ça fait que, par exemple, quand c'est pour des particuliers, je vais faire des stages de sylvothérapie, la thérapie par la forêt, des bains de forêt, dont on entend souvent parler dans les médias, qui viennent du Japon, les Shinrin-yoku. Ça peut être aussi du coaching en forêt. J'ai même fait je facilitais aussi des enterrements de vie de jeunes filles, des PAX, des mariages en forêt. C'est quoi un bain de forêt, s'il te plaît ? Alors, parenthèse sur le bain de forêt. Donc, un bain de forêt, c'est une pratique de bien-être qui consiste à aller de manière consciente et en général guidée, s'immerger dans une forêt d'une manière différente de ce qui se fait d'habitude. C'est pas une sortie naturaliste, c'est pas une randonnée, c'est pas une sortie quad, c'est pas de la chasse, c'est pas les champignons, c'est pas du bûcheronnage, c'est de la pleine conscience en forêt, où on va faire un certain nombre de... alors c'est pas des exercices, on appelle ça des invitations, c'est-à-dire des temps où il y a une consigne qui est proposée par le guide ou la guide au groupe, et c'est une consigne sur laquelle on peut s'appuyer, on peut faire autre chose. C'est juste une indication, par exemple, marchez, laissez vos pas vous guider vers une plante qui vous inspire par sa texture et touchez-la pendant 10 minutes, puis revenez. Avec, si possible, peut-être un élément de la plante, si c'est possible de le ramasser, ou pas, comme vous le sentez. Puis après, on partage sur les textures. Ça peut être rester debout, les yeux fermés, et écouter juste le vent dans les arbres. Il y en a des centaines, en fait, des invitations possibles, et c'est le guide qui va, en fonction de ce qui se passe ce jour-là, proposer des invitations comme ça. Le cliché, c'est le câlin aux arbres, mais c'est évidemment beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, je propose très rarement ça. Et l'intention de ça, c'est de se reconnecter à soi par l'interaction sensorielle et émotionnelle avec tous les vivants dans lesquels on s'immerge dans une forêt. Une forêt, c'est un environnement complexe. C'est le summum du vivant. En tout cas, dans nos latitudes, c'est l'endroit où il y a le plus d'êtres vivants au mètre cube. Et puis même en plus des invisibles, si on compte les bactéries, les champignons et tout, il y en a des milliards et des milliards. Et donc le fait, c'est de la systémie. Hein. Vous immergez un sous-système pas très vivant, en tout cas où il y a des parties qui sont pas très vivantes dans ce sous-système, donc un humain moderne. Il y a plein de parties qui sont pas très vivantes dans un humain moderne. Vous l'immergez dans une forêt qui est quand même globalement très vivante. Même les forêts de nos pays modernes qui sont très malmenées, elles restent encore très vivantes. Ça dépend lesquelles, mais la plupart encore. Vous immergez ce sous-système dans un système plus large qui lui est plus vivant, ça va commencer à mieux vibrer pour le sous-système. Ça va réveiller le vivant qui est à l'intérieur de lui.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire réveiller le vivant ? Il va se reconnecter déjà à son corps, à ses émotions, à ses besoins, à ses valeurs, à sa mission. Ça peut vraiment toucher plein de domaines. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Se sentir vivant par la sylvothérapie » et où je développe comment le fait d'aller faire un bain de forêt vient booster notre énergie physique, notre énergie intellectuelle, notre énergie émotionnelle et notre énergie spirituelle. Il y a 4 cadrans de l'énergie et ça les booste chacun pour des raisons différentes. Voilà, un bain de forêt, c'est ça. Et la durée, c'est la durée standard, c'est 3 heures, 3 heures et demie, mais ça peut être 1 heure s'il n'y a pas le temps. Ça sera moins profond, mais ça vaut le coup quand même. S'il n'y a qu'1 heure, autant quand même les faire, même 20 minutes. Hein. Et puis, je propose des fois des bains de forêt prolongés de 2 jours, où on va passer la nuit en forêt, où là, la connexion, l'immersion va être beaucoup plus profonde, notamment le fait de dormir dans la forêt. Ça fait une expérience, en général, assez marquante pour les gens. Mais c'est une pratique qui devrait... les chercheurs japonais qui ont travaillé sur ces sujets-là pour voir les bienfaits que ça avait sur nos systèmes nerveux, sur la respiration, sur tout un tas de marqueurs avec des indicateurs encore très anthropocéniques, mais n'empêche que c'est... Pourquoi pas ? Ils disent, en fait, le mieux, c'est d'aller en forêt, si possible, toutes les semaines, voire tous les jours. C'est une pratique de prévention, en fait. C'est une pratique de bien-être et de santé, de prévention. Voilà. Donc ça, c'était pour le volet grand public. Après, quand j'accompagne des collectifs, c'est souvent des associations ou des entreprises ou des organisations, quoi, en général. Et puis là, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un travail, ça peut être juste du renforcement d'équipe. Ça peut être une préparation d'un comité directeur, ça peut être du coaching d'équipe, ça peut être un travail sur le leadership global de l'équipe, ça peut être un travail de créativité, parce que le fait de sortir dans la forêt, comme je disais tout à l'heure, ça booste aussi l'énergie intellectuelle, ça rend plus intelligent d'être en forêt. Et le fait de changer de cadre, de s'inspirer de tout ce qui est vivant autour, en général, les équipes qui butent sur une problématique, même une problématique purement technique, ils vont d'un coup, il va y avoir un insight, une révélation, et ils vont pouvoir avancer. Ça peut être travailler sur la raison d'être aussi. Voilà, il y a plein de possibilités pour des entreprises. Et puis après, il y a le 3e volet qui est d'accompagner la transition écologique pour les acteurs territoriaux. Et là, il y a plusieurs choses. Je fais des formations à l'accompagnement du changement dans le contexte de la redirection écologique. J'ai tout un parcours de formation pour devenir facilitateur du changement. Et ça, je le fais aussi en forêt. C'est des formations qui ont été conçues pour être données en salle. Mais maintenant que c'est moi qui les donne, forcément, progressivement, je les ai rapatriés en forêt et je les enforeste avec une collègue à moi qui s'appelle Maïté Cordel et on fait tout un travail d'enforestation de cette formation et c'est encore plus... pédagogiquement, c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe au niveau de l'apprentissage quand les stagiaires sont en forêt. Puis aussi, j'accompagne les acteurs territoriaux quand ils ont un projet de territoire avec une approche que j'ai développée qui s'appelle la facilitation territoriale et qui consiste à accompagner les projets de territoire et les acteurs qui sont autour de ce projet de territoire d'une manière complètement différente de ce qui se fait d'habitude pour casser les égos, casser les logiques partisanes, casser les postures professionnelles qui empêchent que le projet de territoire se fasse. Ça bloque, en général, ça bloque tous ces trucs-là. Et une fois qu'on a dépassé ça, là, les personnes sont réconciliées entre elles, sont réconciliées avec leur territoire et avec les vivants de ce territoire. Et elles avancent ensemble dans la même direction. Surtout, même si c'est pas dans la même direction, elles sont à nouveau capables de se parler, de dialoguer. Les humains entre eux, puis les humains avec les non-humains. Donc pour ça, j'introduis des choses assez disruptives, comme on dit. Il y a 2 éléments disruptifs majeurs. Il y en a un, c'est beaucoup d'intelligence collective, alors que les acteurs territoriaux, en général, les collectivités locales, les services de l'État, tout ça, ils connaissent pas du tout. Donc, puis l'intelligence collective qui va bien au-delà de juste un World Café par-ci et un forum ouvert par-là. C'est qu'on va aller, on va faire la théorie U pour ceux qui connaissent. Je vais m'inspirer beaucoup des organisations libérées et de tout ce que Frédéric Laloux a synthétisé dans son livre Reinventing Organizations. Mais je vais l'appliquer cette fois-ci à des organisations de type territorial. Parce que là, pour le coup, c'est assez radicalement innovant. Et puis le 2e élément disruptif, c'est de réintroduire la parole des non-humains dans la gouvernance des territoires. Et donc, dans les processus d'intelligence collective, il y aura en plus de ça une représentation des non-humains. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai cofondé un collectif qui s'appelle le Lichen, dont Olivier a peut-être parlé dans un des
d'une précédente émission. Je crois pas qu'on en ait parlé Voilà. avec lui. Mais en tout cas, c'est l'idée justement de ce que tu disais en intro, d'aller demander leur avis aux poissons d'une rivière quand on construit une route. Ça, c'est très schématique, mais le lichen, sa raison d'être, c'est d'explorer. Enfin, son job, c'est d'explorer des méthodes et de les rendre opérationnelles. Des méthodes qui consistent en quoi ? C'est des méthodes qui consistent à prendre, à capter les prérogatives, les points de vue des non-humains dans un projet d'aménagement ou de ménagement, si possible, de nos espaces de vie. Donc ça s'adresse aux acteurs territoriaux, mais aussi en fait finalement à n'importe qui, quelqu'un qui veut refaire son jardin. On peut utiliser des méthodes qu'on a développées au lichen pour demander l'avis des êtres vivants de son jardin, de qu'est-ce que eux ils voudraient. Donc on a développé, déjà depuis que le lichen a été créé, entre 20 et 30 méthodes, et sur ces 20 et 30 méthodes, il y en a une bonne quinzaine qui sont déjà opérationnelles et utilisables dans des contextes complètement classiques. Et qu'on peut trouver comment ? On va éditer une revue là, qui va sortir dans quelques semaines. Donc ce sera une revue au format papier, une centaine de pages au format A5, qui raconte pas tout, mais une grande partie de nos premières explorations de ces 2 premières années. Et donc là, il y a des fiches méthodes, puis on va mettre en téléchargement libre tout un tas de fiches méthodes aussi sur notre site, le site du lichen, pour que tout le monde, un maximum de personnes puissent s'en saisir et pour diffuser cette nouvelle façon de considérer les vivants et dans un maximum de milieux, quoi. Pour ceux qui sont prêts à ça, évidemment. On en avait un peu parlé quand on s'était croisé à un café il y a quelques temps. C'est quoi le sas de sortie ou de reconnexion à ce monde moderne quand tu viens de faire 2 jours en bain de forêt, où tu es complètement reconnecté à toi, ou en tout cas les propriétés du système plus grand sont venues nourrir tes propriétés de ton sous-système à toi qui est un peu déconnant, et quand tu ressors de là et que tu retournes dans une vie où tu es aspiré par tes notifications, tes réseaux sociaux, tes mails, le profit, enfin tout ce que tu connais, qu'on connaît bien de l'anthropocène, comment est-ce que toi tu soutiens ce moment où vous dites au revoir et où la personne repart en disant ok, moi j'ai parfois souvent vécu ça dans des endroits où tu te retrouves avec des gens où tu penses un peu tous pareil, c'est-à-dire le monde se barre en sucette, il faut qu'on fasse différemment, on se lève, on fait autrement. Et puis après, t'es tout seul chez toi, tu dis ok, je fais comment ? Puis en fait, parfois moi je retrouve le moral dans les chaussettes. Ouais. C'est quoi toi ta méthode ? Alors j'en ai une. Ceci dit, par contre, je crois que là, c'est cet été, je viens de faire un stage important, cette fois-ci en tant que participant. Que j'aurais envie d'en parler tout à l'heure, qui va peut-être me faire changer la méthode. Je sais pas encore comment, mais je sens que je suis arrivé au bout de quelque chose. Mais ce que je fais jusqu'à maintenant, c'est de prévenir les stagiaires. Ok, bah là c'est bientôt la fin. Donc il y a vraiment effectivement cette conscience d'un sas, et je crée un espace de sas pour ça. Alors souvent dans le cadre d'un bain de forêt, c'est pendant la cérémonie du thé, qui est la dernière invitation du bain de forêt, où on va goûter la forêt à travers une infusion de plantes trouvée sur le moment. Et donc ça permet d'incorporer, déjà physiquement, d'incorporer l'expérience. Puis j'en profite pour dire, bah voilà, là c'est le temps où on va clôturer. Vous allez revenir chez vous. Alors, je peux imaginer que ça, pour certains d'entre vous, ce soit pas que agréable de revenir chez vous vu ce que vous venez de vivre, mais mon invitation, c'est de vous faire confiance sur toute la super belle énergie que vous avez récupérée là, et au lieu de vous protéger du monde extérieur, plutôt de rayonner. C'est plutôt un mouvement de vous vers le monde, de faire profiter à tout votre entourage ce que vous avez trouvé, ce que vous avez régénéré dans votre système. Donc dans un mouvement d'expansion, tant que ça reste juste pour vous, et plutôt que de chercher à vous protéger du monde extérieur, parce que là ça va encore plus rapidement réduire votre énergie. Et si vous faites ça, bah, même en faisant ça, ça va quand même forcément à un moment s'estomper. Donc c'est aussi pour ça que je vous invite à régulièrement, même seul, refaire ce genre de pratique. Je leur dis aussi, vous avez vu ce qu'on a fait là pendant 3h30, c'est simple. Je vous ai donné quelques consignes, mais vous pouvez aussi vous les appliquer par vous-même, même si quand on est
seul et pas guidé, on va moins loin. C'est comme pour toutes les disciplines, c'est pareil. Mais vous pouvez quand même faire des choses seul. En plus, il y a mon livre, c'est un livre pratique avec 35 pratiques à faire soi-même. J'ai des audios aussi sur mon site pour pouvoir faire des exercices tout seul dans la forêt. Bon, il y a vraiment moyen de continuer régulièrement à pratiquer, même 20 minutes, aller en forêt le plus souvent possible pour maintenir un certain état régulé, si j'utilise des termes de neurosciences récents, un état de régulation où vous êtes bien dans votre système nerveux, le maintenir, au moins à minima, pour que finalement toutes ces notifications dont tu parles, toutes ces sollicitations qui sont effectivement une réalité, elles vous passent dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Quand vous êtes régulé, en général, ça se passe bien. Puis, mais en même temps, c'est le monde c'est la réalité dans laquelle on vit, donc il faut gérer ça. Mais si vous le gérez depuis cet endroit, c'est même pas gérer l'idée, quoi. L'idée, c'est pas d'avoir à le gérer, c'est plutôt d'avoir à le vivre tranquille, quoi. Et, en fait, je leur dis aussi, faites-vous confiance que si vous êtes dans cet état-là, vous faites carrément votre part vers ce fameux changement dont vous avez parlé. Il faut qu'on change les trucs, il faut qu'on se lève. Bah ouais, mais justement, c'est ça. C'est comme on est dans un monde où on fait trop de faire et que le symbiocène, ça consiste à être plus dans l'être. Bah, si juste vous faites moins, au contraire, et si vous êtes en train de rayonner tranquillement, vous faites déjà, vous contribuez à aller un petit cran vers le symbiocène, tout doucement. Voilà ce que je dis en général. Le symbiocène, tu veux nous en dire ta définition? Alors, c'est pas la mienne. J'ai parlé de Glenn Albrecht au début. Donc, Glenn Albrecht, c'est celui qui a créé le concept de solastalgie. C'est un chercheur en psychologie et sociologie en Australie. Et il a écrit un livre qui a été une bombe atomique pour moi et pour beaucoup d'autres gens autour de moi, qui s'appelle Les émotions de la Terre, en 2017 ou 2018. Alors ça, je recommande plus. J'en parle tout le temps. Dans une newsletter sur 2, je parle de ce livre ou de Glenn Albrecht ou du symbiocène, parce que dans ce livre, il parle du symbiocène. C'est un peu la suite des premières briques de l'éco-psychologie de Joanna Macy et dans les années 80, Joanna Macy et John Steed et tous les fondateurs de l'écologie profonde. Et il y a un livre absolument important qui est Éco-psychologie pratique et rituelle pour la Terre de Joanna Macy et sa partenaire Nellie Brown. Ou Molly Brown, je me souviens jamais. Et il y a eu donc déjà tout un premier niveau de pensée sur comment on fait avec les émotions en lien avec les souffrances du monde, qui sont nouvelles. Et Glenn Albrecht, il a fait des recherches un peu plus poussées là-dessus, et il a décrit une 50aine de nouveaux états émotionnels liés spécifiquement à la destruction du vivant et aussi à l'amour pour le vivant. C'est-à-dire qu'il y a des émotions négatives, inconfortables, qu'il appelle les émotions théraptoriques. Et puis, il y a tout un tas d'émotions en faveur de l'émergence du vivant, comme la biophilie et plein d'autres. Et ça, c'est toute la catégorie des émotions terra-naissantes. Et donc, il décrit tout ça dans Les émotions de la Terre. C'est fascinant. Et un exemple d'émotion théraptorique, c'est la terrafurie. Parce qu'on parle beaucoup de l'éco-anxiété, mais il y a aussi l'éco-colère, et donc il appelle ça la terrafurie, c'est-à-dire la colère liée à toute cette destruction absurde du vivant par la civilisation moderne occidentale, par l'anthropocène. Et là, dans ces cas-là, les humains qui sentent cette colère, c'est juste la Terre, c'est des bouts de planète, comme je disais en introduction, qui se révoltent, qui sont pas d'accord, qui sentent un sentiment d'injustice par rapport à ce qui se passe globalement dans le vivant. Et alors, il a dans ce livre, sur la deuxième partie, beaucoup développé le concept de symbiocène, donc ça c'est lui. Il dit, déjà, l'anthropocène, c'est pas le bon mot, parce que l'anthropos, c'est pas le problème. Il y a eu pendant 300 000 ans, et puis si on prend tout le genre homo, pendant plusieurs millions d'années, il y a eu des homos, tout le genre homo, toute la lignée homo, et puis à la fin homo sapiens, qui ont vécu sur la planète, ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas eu de modification dans les grands cycles biogéochimiques de la planète. Donc ça ne change pas la géologie de la planète. Ce qui a changé la géologie de la planète, c'est pas Homo sapiens. Donc anthropocène, du coup, c'est une fausse appellation. Lui, il dit que ça devrait plutôt s'appeler capitalocène, parce que c'est le système capitaliste qui a fait tout basculer, qui a changé les grands équilibres biogéochimiques de la planète, l'océan, l'atmosphère, le vivant, c'est-à-dire que dans chaque cellule
de chaque être vivant, il y a des nanoparticules de plastique. Ça, c'est quand même un élément géologique. Ça commence à se répercuter à une échelle telle qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte en géologie. Et ça, c'est spécifique à la modernité occidentale ou au capitalisme. Et il dit, bon, c'est sympa ce truc-là, mais ce serait bien qu'on en sorte assez rapidement. Et il dit, il y a un nouveau grand récit qui reste à construire, et ce serait celui d'une nouvelle ère géologique qui ferait que finalement l'ère du Capitalocène aura duré très peu de temps, peut-être juste 2 siècles, ou le temps d'y aller, mettons 3, et que ce sera juste une courte parenthèse, un court cauchemar de l'histoire de la planète, et qu'après, il y aura une nouvelle ère où Homo sapiens aura trouvé les moyens de s'organiser différemment, de quitter cette modernité destructrice, et de retrouver la connexion avec le reste du vivant pour vivre en symbiose avec tout le vivant. En fait, c'est l'aboutissement de la pensée aussi d'Isabelle Delannoy dans l'économie symbiotique, mais c'est un cran plus loin. Parce que l'économie symbiotique, ça reste encore économico-centré, même si j'adore son livre et tout, hein, mais il n'y a pas de révolution spirituelle. En tout cas, elle n'en parle pas. En fait, j'en ai discuté avec elle en off, et en vrai, si elle voudrait aller vers le symbiocène aussi, l'économie symbiotique, pour elle, c'est juste une étape. Je ne vais pas parler à sa place. Ce que je peux juste dire, c'est que il ne faut pas oublier la dimension spirituelle. C'est-à-dire que pour aller vers le symbiocène, ça nécessite nécessairement, c'est vraiment, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire l'économie, c'est le cas de le dire, d'une révolution intérieure et individuelle. Parce que ça nécessite un énorme changement de rapport au vivant, un énorme changement de rapport au monde. C'est un changement ontologique, et donc c'est un changement spirituel. C'est comment je considère ma place, la place de la vie, des vivants, de l'humanité sur la planète. C'est tout à revoir, là. Et c'est un chemin qui peut se faire que individuellement. Tant qu'on est dans les mots, j'aimerais bien que tu reviennes sur le mot nature. Ah oui. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, pour Ouais. boucler cette petite boucle-là, des termes. Oh là, à chaque fois que j'entends ou que je lis quelque part le mot nature, j'ai les oreilles qui saignent. Je crois que je suis trop imprégné de l'approche anthropologique décrite par Philippe Descola, anthropologue, qui a beaucoup regardé comment les différentes cultures humaines relationnaient avec le reste du vivant. Et pour lui, il y a une seule civilisation, une seule société humaine qui a séparé les humains du reste du vivant, et qui a donc créé le mot nature, le concept de nature, c'est les modernes, la civilisation moderne occidentale. Et toutes les autres, et il y en a des milliers d'autres, il n'y en a aucune autre qui a ce mot-là, ce concept-là. Il n'y a que nous qui l'avons inventé. Et les autres, elles ont un rapport complètement différent avec le reste du vivant. Il y a une continuité beaucoup plus marquée. En tout cas, la continuité, elle est différente. Chez nous, chez les modernes, il y a continuité des corps et discontinuité des âmes, pour reprendre les termes de Descola. C'est-à-dire que tous les êtres vivants sont composés de la même façon, avec de l'ADN, des cellules, des noyaux. Enfin, pour les eucaryotes, il y a des noyaux. Pour les prokaryotes, il n'y a pas de noyaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une vision, par notre approche scientifique, d'une continuité entre tous les vivants. Par contre, il y a une vision aussi d'une discontinuité de la conscience. On imagine qu'il y a juste Homo sapiens qui a éventuellement une conscience, et encore Descartes qui disait que même les humains, c'était des machines. Enfin bon, je ne vais pas rentrer, je laisse la parole à Olivier là-dessus. Mais, et en fait, chez les animistes, par exemple, c'est complètement le contraire. Il y a une continuité des âmes, donc tous les vivants ont une âme et un esprit, enfin, se rejoignent quelque part dans l'invisible. Il y a une conscience de... Puis les vivants au sens large, la montagne elle a une conscience, la rivière elle a une conscience, la planète elle a une conscience, les étoiles, etc. Et puis, par contre, une discontinuité des corps. Puis après, il y a encore 2 autres approches. Il y a l'approche totémique, et puis je crois qu'il y en a encore une autre. Je me souviens plus bien, je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais c'est vraiment juste pour dire que le mot nature, moi, le fait qu'on l'utilise, ça me gêne, parce que ça continue à entretenir la séparation. Et le pouvoir des mots est très important. Et ça continue à faire vivre ce concept de séparation complètement illusoire. Donc, et en plus, j'ai fait le test, j'ai écrit un livre de 200 pages qui s'appelle donc Comment se sentir vivant par la sylvothérapie. Et j'ai fait le test. Je me suis dit, je vais faire ce livre sans utiliser une seule fois le mot nature. Sauf quand c'est des citations venues de quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai réussi. À chaque fois, je pouvais trouver un autre mot.
Alors, c'est pas toujours le même mot, hein. Ça dépend ce qu'on veut dire derrière. Mais je pouvais toujours trouver un mot pour remplacer le mot nature. Donc, c'est possible. Ça demande un peu d'effort intellectuel au début, mais en fait, après, c'est possible. Moi, je voulais revenir sur la bifurcation. C'est quoi ce que toi, ça t'a apporté? Tu vois, quand on bifurque, tu t'imagines bien tous les points négatifs. Sur le salaire, notamment. Le salaire, mon confort de vie, le temps de travail, le statut, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Mais pour toi, c'est quoi le beau en fait dans la bifurcation, et qu'est-ce que ça a apporté dans ta qualité d'être, justement? Déjà, une passion pour mon travail. Pour moi, il n'y a même plus de travail, quoi. C'est pareil, ce mot-là, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai une activité rémunératrice, ou pas d'ailleurs, beaucoup de choses que je fais bénévolement, mais c'est une activité qui est en lien avec ma mission de vie, voilà, c'est ça. Du coup, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, ça a ses limites, le fait qu'il n'y ait pas de limite. Il y en a qui en ont souffert autour de moi. Mais je peux travailler pour mon activité à n'importe quel moment. J'ai plus vraiment de vacances. Alors ça vend pas du rêve dit comme ça, mais en vrai, c'est parce que pendant les vacances que je prends, j'ai pas envie d'arrêter, quoi. J'ai envie de continuer à m'occuper de plein de projets. Je trouve ça génial. Donc ça me porte, j'ai une énergie de fou quand je me mets sur ces sujets-là. Donc ça m'a apporté de l'énergie, beaucoup d'énergie. Énergie, motivation, grâce au sens, quoi. C'est le besoin de sens qui est tellement nourri derrière, les valeurs qui sont nourries et tout, c'est waouh, quoi. J'ai vraiment l'impression de faire ce que je peux par rapport à ma mission et par rapport à ce que je considère qu'il faudrait que je fasse. Et je me sens aligné. En plus, même sur le plan intellectuel, c'est hyper stimulant parce que autant c'était super stimulant tout à l'heure quand je parlais de faire un modèle de données ou trouver des super bonnes préconisations pour mes clients et tout, dans des projets un peu complexes. J'adorais ça. Mais là, en fait, la stimulation intellectuelle, elle est encore là et autrement. Justement, avec tous les écrits qui me nourrissent, j'ai parlé de Glenn Albrecht, de Frédéric Laloux, de Descola, mais j'ai été hyper inspiré aussi par plein d'autres. J'adore ce qu'écrit Baptiste Morisot, évidemment. C'est vraiment au cœur de mon... J'essaie de faire du Morisot dans la vraie vie, quoi, dans la réalité, pas juste d'en parler. Et donc, je fais un lien entre la stimulation intellectuelle et l'action. Et ça me plaît beaucoup, ça. Puis alors, en plus, il y a aussi beaucoup... Même s'il y avait déjà ça avant, parce que c'était un boulot de consultant, donc je rencontrais beaucoup de gens, mais là, chaque fois que je fais un stage ou que je rencontre une équipe, je rencontre plein de gens et c'est toujours très riche. Ça fait des expériences vécues collectivement qui sont très fortes, des moments très puissants. Puis alors, il y a aussi des gens qui, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, me font un mail ou un petit SMS pour me dire le stage que j'ai fait avec toi dans la forêt, j'y pense encore, ça a changé plein de choses dans ma vie. Merci. Énorme gratitude. Ça a changé ma vie, quoi. Il y en a qui m'ont dit ça. Waouh. J'étais là. Ça fait beaucoup quand même sur les épaules. C'est peut-être pas juste moi, mais bon, ok. Quand ça revient souvent, je me dis, ouais, ça me porte, quoi. Ça me porte vraiment. Il y a des choses qui te manquent? Waouh. Réellement, je crois pas. Hein. Je regrette rien. Hein. En plus, j'ai eu la chance de garder mes contacts avec certains de mes anciens collègues. Donc on se voit de temps en temps, ils me racontent ce que j'ai laissé derrière moi. Et moi, je bois du petit lait quand ils me racontent ça. Je me dis, mais waouh, j'ai bien fait. Hein. Donc ouais, non, je crois pas qu'il y ait quelque chose qui me manque. Ouais, franchement. Si ça me revient tout à l'heure, je dirais, mais... On a fait un petit détour, mais de même pour finir la boucle sur le SAS et la question de Romain sur le SAS de sortie. Tu disais tout à l'heure, après un bain de forêt, tu disais peut-être que je vais être amenée à faire changer ça puisque j'ai vécu en tant que participant
une belle expérience de mon côté. Ouais. Tu veux nous raconter ? Ouais. J'ai eu la chance de faire un stage de connexion profonde à la nature, organisé par Troisième Option. Cécile Faulabert, je pense qu'elle a toute sa place là où je suis assis maintenant. Je vous donnerai ses coordonnées si ce que je vous dis vous fait vibrer. C'est elle qui a fait le film L'autre connexion, qui est l'histoire d'une école au Canada, en Colombie-Britannique, où les enfants ont école 3 jours par semaine toute l'année en pleine forêt. Et c'est même pas tellement ça qui est touchant, qui est fort dans le film, c'est la philosophie, l'approche qui est proposée à ces enfants pour qu'ils apprennent, pour qu'ils deviennent des adultes. C'est comme si c'était un rite de passage tous les jours, permanent, hyper bien pensé. Et donc voilà, là elle a créé tout un parcours de stage, et là j'ai fait la première case, l'étape 0 même, j'ai envie de dire, qui est 1 semaine, puis après ça continue pendant 3 ans. Qui est un chemin pour apprendre à devenir un mentor. Alors un mentor au sens que dans notre système moderne actuel, complètement, comment il dit, Olivier, t'as dit quoi tout à l'heure? Foutraque, ouais, j'aime beaucoup. Y a un des trucs les plus foutraques, c'est l'éducation. Ça marche vraiment plus du tout, quoi. C'est en panne sèche. L'éducation nationale, elle est sous perfusion, mais en fait, en vrai, elle est en mort clinique. Et c'est beaucoup plus large que ça. C'est notre rapport global à qu'est-ce que ça doit être l'éducation, qui va plus. On a l'ère de la rationalité. Elle a érigé en nouveaux prêtres les experts scientifiques, les savants, et puis par extension, c'est l'instituteur et le dépositaire de cette énergie-là. C'est le prêtre sur l'estrade, et puis il y a les élèves qui sont en rang sur leur pupitre et qui reçoivent le savoir de manière complètement descendante. Ça, c'est la vision idéale de l'enseignement dans la modernité, et notamment en France. Et donc, c'est des enseignants, c'est des formateurs, c'est avec l'idée de formater, quoi. Formater quand même. C'est des éducateurs, pour éduquer. Mais tous ces mots-là, ça ne va pas, en fait. Et dans cette approche-là, qui s'appelle l'approche des 8 shields, les 8 blasons, l'adulte qui va transmettre s'appelle le mentor, parce que c'est une posture qui n'a rien à voir, en fait. Quand un enfant a une question, ça va commencer par qu'est-ce que tu as envie d'apprendre aujourd'hui, déjà. Donc, dans cette école, on le voit dans le documentaire, tous les matins, il y a d'abord, chaque enfant va à son seat spot, c'est-à-dire sa place médecine, il reste 20 minutes au même endroit tous les matins pour écouter avec tous ses sens ce que la forêt, comment elle est aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça génère en lui. Après, il y a un grand cercle qui se retrouve, et puis il y a un cercle de gratitude où chaque enfant dit pourquoi il a de la gratitude. Ça commence comme ça. Donc on commence par ouvrir à la fois les sens et le cœur, par ces 2 rituels. Donc là, déjà, on n'est pas du tout sur l'intellect, c'est le contraire, quoi. On est sur toutes les autres parties qui sont négligées chez nous. Et après, du coup, l'intellect, il est stimulé. Et une fois que le cœur et le corps sont ouverts, l'enfant, naturellement, il y a son cerveau qui a envie d'apprendre des choses. Et donc, c'est qu'est-ce que tu as envie d'apprendre aujourd'hui ? Et chaque enfant dit. Et puis après, les adultes qui sont là, qui ont cette posture de mentor, ils vont surtout pas répondre à ces questions. Surtout pas. Ils vont au contraire créer un espace spécifique avec des questions que eux-mêmes vont poser et des processus, des rituels, des choses à vivre pour les enfants, pour que les enfants apprennent par eux-mêmes. Et en développant la curiosité. Et c'est vraiment la clé, c'est la curiosité. Et donc, ils vont poser les questions les plus juteuses pour que l'enfant, il ait vraiment envie de savoir, quoi. Et puis, des fois même, l'enfant, il va rester 6 mois sans avoir la réponse, et ça va augmenter sa curiosité. Du coup, quand il va avoir la réponse, il va s'en souvenir. Et donc, tout ça est montré dans ce film. Et alors ça, moi, quand j'ai vu ce film, c'était en début 2018. J'en revenais pas, je suis rentré le soir chez moi en faisant des bonds partout, j'ai pas dormi de la nuit, c'était un truc de fou. Je m'étais dit, un jour, j'approfondirais ça, et ben voilà, cet été, j'ai fait 1 semaine là-dedans, pour découvrir les tout premiers pas de l'art du mentorat, et toute la philosophie des 8 shields qui est derrière. Et c'est tellement complet, je pourrais en parler pendant des heures, et je vais pas le faire, parce que comme je suis au tout début du parcours, j'en parlerai pas bien. Mais ce que je peux juste dire maintenant, c'est que déjà là, quand je me promène dans la ville, maintenant, une fois que j'ai fait ce stage et que je vois, alors je parle même pas de que je me promène en forêt, mais déjà juste dans la ville,
je porte une attention encore plus acérée à tout ce qui se passe. En gros, j'ai une attention à l'espace qui est encore plus pointue, plus précise. Je fais attention quand je vois des marques sur un arbre, je me pose des questions. Est-ce que c'est un animal qui a fait ça? Comment ça s'est passé? J'essaie de reconstituer tout un tas de signes. Et voilà. Et du coup, ça a aussi des impacts sur mon approche professionnelle. Là, à la fin des bains de forêt, peut-être que je vais m'inspirer de certains enseignements que j'ai commencé à avoir là, mais pas tout de suite, parce qu'il vaut mieux que je continue à creuser avant, pour être encore plus puissant, plus profond dans ma manière de permettre aux gens de rentrer ensuite dans le monde moderne, et pour les empuissancer encore un peu plus, pour leur permettre d'encore plus, à leur échelle, depuis là où ils sont, à leur tour de diffuser un peu plus largement tout ce qui est en toile de fond derrière, et qui va permettre l'émergence du Symbiocène. 99%, je pense, ou plus d'entre nous vivons aujourd'hui dans des appartements, dans des maisons, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. On est ici même dans un appartement avec plein de choses. Tu as fait le choix cet été d'emménager dans une yourte. J'aimerais beaucoup entendre ton témoignage sur... alors, t'as peut-être pas beaucoup encore de recul, mais tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte? Bon, pourquoi ce choix? Je pense que maintenant, on le comprend puisque tu vas nous partager pas mal de choses, mais quand même, pourquoi à cet endroit-là? Et est-ce que ça aussi, ça te fait voir les choses un petit peu différemment, d'avoir changé complètement de lieu de vie? C'est encore tôt pour le dire. Mais déjà, effectivement. Alors en plus, cet été, c'est vrai qu'à peine aménagé, je suis reparti en vacances. Donc j'ai dû passer, depuis le 1er août où j'ai aménagé dans ma yourte, j'ai dû passer 10 ou 12 nuits dans ma yourte. Donc c'est vraiment tôt, là. Je suis sur un retour d'expérience encore tout frais. N'empêche que, waouh, déjà, ça dit déjà waouh, quoi. C'est, ah, mais oui, c'est ça qu'il fallait faire. C'est... déjà par rapport à cette notion de site spot là dont je parlais tout à l'heure, le fait d'aller à une place médecine tous les matins et de rester 15-20 minutes à observer comment est le lieu ce matin et comment du coup moi je suis, c'est comme un aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur. Là, je faisais ça avant en ville, hein. J'allais dans un parc, le parc Sisley à Lyon, dans le 3e, un petit square, quoi. Et puis voilà, il y avait quand même déjà plein de choses à vivre. Mais là, c'est une yourte qui est en lisière de forêt, quoi. Donc je sors de ma yourte, je m'assois juste devant, et puis je deviens réceptacle de tout un tas de choses qui se passent. Et donc il y a des piquets-pêches qui viennent se bagarrer sur un arbre juste à quelques mètres de moi. Il y a plein d'oiseaux dans tous les sens. Puis alors, il y a ce que je vois, puis il y a aussi tout ce que j'entends. Derrière moi, il y a un écureuil qui farfouille dans un cèdre qui est juste au-dessus de la yourte. C'est plus du tout pareil, quoi. Puis après, c'est vrai qu'il faut bien aimer les petites bêtes, parce que comme il fait chaud en ce moment, ma yourte, elle est tout le temps ouverte. Donc il y a plein de... En fait, je partage mon habitat avec pas mal de monde. Plutôt des êtres, des morceaux de terre encore plus petits que moi, des sauterelles, des papillons de nuit, des moustiques, beaucoup de moustiques. Ça va falloir que je m'y fasse. Et voilà, par chance, il n'y a pas de mouches. Pourtant, il y a des chevaux juste à côté. Et non, c'est vraiment... c'est chouette, j'adore ça. C'est vraiment, ça me correspond, quoi. J'ai l'impression d'être encore plus aligné, quoi. Qu'est-ce qui t'a guidé dans ce choix? Alors, ça faisait... Tenez-vous bien, ça faisait depuis 2011 que je cherchais à quitter Lyon. Puis ça marchait pas. Il y avait plein de trucs qui marchaient pas, c'était pas aligné. J'ai activé les recherches encore un peu plus l'an dernier. Je voulais habiter en habitat partagé, donc j'ai envoyé des candidatures à plein de collectifs que j'ai trouvés sur le site des Oasis, hein. Notamment celui-là. Donc en fin août dernier, j'ai envoyé une candidature et puis ils m'ont jamais répondu. Ils avaient autre chose à vivre à ce moment-là. Puis ils m'ont répondu finalement mi-juin. Entre-temps, j'en avais visité d'autres. Ça m'avait dit non. Et je ne le sentais pas, quoi. Je sentais pas le lieu, je sentais pas le collectif. Pas tellement que c'était des mauvais collectifs, hein, c'est juste que je sentais pas que ça allait fitter avec moi. Et donc j'en étais même arrivé à me dire, finalement l'habitat partagé, c'est peut-être pas par là. Je vais peut-être chercher plutôt un habitat
seul, solo. Puis finalement, mi-juin, l'endroit où je suis, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, il y a la yourte qui se libère bientôt, là. Est-ce que tu es toujours intéressé? Waouh, ouais. A priori, ouais, quand même. Là, une yourte, ça m'appelait. Et puis, mais j'avais quand même plein de critères bien anthropocéniques. Il faut que ce soit à moins de 5 km d'une gare bien desservie. Il faut qu'ils aient déjà bien avancé sur l'établissement de leur charte, de leur processus de gouvernance, de décision, de comment on inclut les nouveaux, comment on exclut si ça se passe mal. J'étais très rigoureux et exigeant sur tout ça. Et en discutant avec la personne au téléphone, j'ai compris que ce serait rien de tout ça. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller visiter parce que je sens quand même un truc. Et puis, l'histoire, elle est marrante quand même parce que. Donc, on s'est mis d'accord que j'allais venir visiter mi-juillet. Donc, je suis arrivé en train. Ils sont venus me chercher en voiture. On a commencé à rouler depuis la gare. Je fais, non, mais oui. Bon, je suis venu par politesse. Je vais aller jusqu'au bout, quoi. Mais là, ça fait trop longtemps qu'on roule. Mon critère, moins de 5 km d'une gare, laisse tomber, c'est pas la peine, quoi. No way. Il n'y a pas moyen. Et on roule encore, on roule. Après, ça monte. Alors, j'ai fait, non, mais en plus, ça monte, quoi. C'est parce que moi, j'ai pas de voiture, donc je me voyais déjà faire tout ce chemin en vélo. Oh là là. Bon, et puis, on finit par arriver. J'ouvre la portière. Et là, je fais, ah mince, c'est là. J'avais pas encore vu les gens, j'avais pas encore vu la yourte. Mais j'ai vraiment senti un truc super fort. Et je me suis dit, ah bah ouais, mince, alors je sais pas comment je vais faire pour tous les critères là qui matchent pas, mais c'est là. Après, je suis quand même allé voir la yourte, j'ai passé toute l'après-midi avec le collectif, on a mangé ensemble, on a beaucoup parlé. Ça a fait que renforcer le c'est là. Et donc le soir, après, quand je suis reparti, je leur ai dit, bah moi, pour moi, c'est go. J'imagine que faut que vous délibériez entre vous par rapport à comment vous m'avez senti. Donc redites-moi. Et puis le soir même, il me faisait un SMS pour me dire bah c'est bon, on est tous d'accord. Ok. Bon, on s'est rappelé, on a mis au point les détails. Et puis je suis arrivé le 1er août, je me suis installé. Ça s'est fait vraiment très vite, quoi. C'était fluide. Donc c'était fluide, ouais. Mais par contre, maintenant, je passe beaucoup de temps sur les routes avec mon vélo. Alors j'ai changé de vélo, j'ai un vélo électrique, j'essaye de m'adapter, quoi. Mais il va falloir quand même que je m'organise pas mal. J'ai eu pas mal de galères de train en début de semaine, des trains supprimés, tout ça. Donc c'est pas encore validé. Hein. Mes critères, ils sortaient pas de nulle part non plus, quoi. C'était rationnel, mais ils sortaient pas de nulle part. Donc, il faut que je jongle avec le rationnel et l'irrationnel sur cette affaire-là. Et quelles sont les règles de l'habitat partagé dans lequel tu vis maintenant ? Il n'y en a pas. C'est complètement fou. Moi, ça devrait me faire partir en courant. Mais il n'y en a pas. Et j'ai senti que c'était OK qu'il n'y en ait pas. Je sais même pas qu'est-ce qui est réellement partagé. Il y a combien de personnes ou de familles ? Ils sont familles ? 2 foyers. Donc, ils sont 4 adultes et 3 enfants. Avec moi, ça fait 5 adultes. Des fois, il y a des woofers en plus qui sont là, les jeunes adultes. Jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, les woofers, c'est pas forcément... Il n'y a pas de limite d'âge. Et après, il y a un atelier de menuiserie que je peux utiliser. Moi, ça me va bien. On mange souvent... les midis, on mange souvent ensemble. Mais en même temps, si on n'a pas envie, on sait se le dire. C'est comme si les règles, elles étaient implicites. Qu'il y avait une façon d'être authentique qui fait qu'il y a la confiance, que si quelqu'un dit oui, c'est que c'est un vrai oui. Et que si c'est non, il saura le dire. Donc, ça se fait tout seul, quoi. Pour l'instant, alors je pense quand même qu'il faudra qu'on rediscute de ça, mais j'y vais tout cool. Pour l'instant, je suis juste locataire. Donc, on va y aller tranquille. Ah, c'est marrant, on a un copain qui vit en habitat partagé, qui a été construit par une personne qui, lui, s'est beaucoup interrogée sur comment est-ce qu'on met en place les règles de l'habitat partagé, les entrées, les sorties, qu'est-ce qu'on met en commun, etc. C'est hyper important, normalement. Et lui disait, c'est un modèle qui est très, pour le coup, franco-français, quoi, de bâtir ça. Et lui est parti, notamment en Suisse, observer certains habitats partagés. Il y en a beaucoup en plus. Il y en a beaucoup. Et en fait, il dit, là-bas, il n'y a pas de règles. Et ils ne mettent en place une règle que lorsqu'ils sont confrontés à un problème. Ouais, c'est une méta-règle. Exactement. Ouais. Alors ça m'étonne pas, parce que les Suisses, ils ont cette discipline que nous, on n'a pas. Ils savent vivre en collectif beaucoup mieux que nous, quoi. Ouais. Nous, on a un tel individualisme qu'on est obligé, par défaut, de mettre un certain nombre de règles, sinon ça pète, quoi. C'est ça. Et donc, il nous racontait, il dit, nous, le jardin, il est géré comme il est géré. Et en fait, ils se sont aperçus que quand ils sont partis tous en vacances un été,
tous ensemble, ils sont revenus, le jardin était dévasté, il n'y avait plus rien. Donc ils ont dit, en fait, là, il y a un problème, donc on fait quoi? Mais ils se sont pas dit, il faut qu'on fasse un tour avant les vacances, machin, etc. J'apprécie beaucoup ce pragmatisme. Exactement. Et donc moi j'ai trouvé ça très chouette en fait quand on a visité, de se dire en fait la règle c'est pas de règle et en fait elle ne vient qu'au moment où on est confronté à une problématique. Je crois que c'est un peu ça qu'on va faire. Ouais, merci. Et derrière, c'est beaucoup d'intelligence collective, beaucoup de facilitation, beaucoup de conscience. Et comme tu dis, tu vois, un oui, c'est un vrai oui. Un non, on doit savoir le dire. Donc c'est chouette. Quand est-ce que sont les prochaines sessions ou alors je sais pas si tu les appelles retraites ou en tout cas pour les personnes qui écoutent et qui auraient envie de se joindre à toi pour découvrir un bain de forêt, pour découvrir cette immersion-là, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ce que tu proposes? Oui, il y a tout sur mon site, c'est entrelesarbres.com. Donc il y a à la fois les offres pro, les offres perso, différentes choses, parce que je donne des formations, il y a les bains de forêt, il y a les stages. Je fais aussi de la danse. Je propose des vagues de danse libre, et soit en salle, soit en forêt. Je suis en train de lancer une approche qui est la danse écologie profonde. C'est-à-dire que il y a l'écologie profonde avec tous les rituels qui ont été développés au Schumacher College et avant par tous les fondateurs de l'écologie profonde. Un des rituels les plus marqués, c'est le conseil de tous les êtres, qui est décrit dans le livre de Johanna Macy dont je parlais tout à l'heure, Écologie pratique et rituel pour la Terre. Il y a aussi un autre rituel d'écologie profonde que j'aime beaucoup, qui est la marche du temps profond, où on va marcher 4,6 km et ça va correspondre à 1 mètre, ça fait 1 million d'années, et on marche toute l'histoire de la Terre pour se rendre compte avec notre corps des 200 derniers micromètres qui sont de l'Anthropocène. Et là, ce que je propose avec la danse écologie profonde, c'est de revoir tous ces rituels et de les faire vivre aux gens par la danse libre, avec de la musique, et soit en forêt, soit en salle. Et par exemple, là, je vais proposer la danse du temps profond, où chaque seconde sera 1 million d'années. Donc on va danser 4600 secondes. Donc, je vous laisse imaginer la dernière seconde de danse. 1 million d'années, poum, le dernier. Après, je ferai un zoom, du coup, on va redanser 1000 secondes, et là, chaque seconde sera 1000 ans, et on va rezoomer sur le dernier million d'années, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées que 1 seconde, ça suffit pas pour notre corps et notre cerveau. Oui, et moi, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu partages, c'est que tu accompagnes la transition, ou en tout cas la conscience sur ces sujets, avec le corps, avec les sens, avec la présence. Tu vois, on n'est finalement pas du tout dans une approche cognitive, mentale, dans ce que toi, tu offres. Ouais, merci. C'est ce que j'essaye de faire. Après, la dimension mentale, elle est là aussi quand même. De toute façon, elle s'invite toujours. Hein. Et quand il y a une marche du temps profond, il y a quand même, je raconte, là, des fois, on fait des moments où on s'arrête, puis j'explique ce que c'est que la différence entre un eucaryote et un procaryote. Et là, je repasse avec une casquette un peu d'expert, quoi, pour raconter. Mais à chaque fois, j'essaie de faire vivre des trucs en même temps. Donc, puis pareil, dans les formations que je donne à l'accompagnement du changement, il y a des capsules théoriques. Donc, la dimension mentale, elle est quand même encore là. Hein. Mais j'essaie de la réduire le plus possible. Parce que je sais que ça marche pas comme ça, quoi. On peut pas apprendre juste comme ça. Ou de la relier, en tout cas. Voilà, la relier. J'ai vraiment ce sentiment qu'on a beau comprendre aujourd'hui, c'est pas ça qui fait qu'on va agir différemment, alors que quand on vit, quand on ressent, quand l'émotion est là, je crois que la bascule, elle se fait peut-être plus fluidement, plus rapidement. Oui, bien sûr. C'est Alain Damasio, il a une citation que j'adore. C'est pas le fait d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout à coup, ta perception a tourné. Là, j'essaie de faire tourner les perceptions. Serge, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et dont tu aimerais parler ? Bon, potentiellement des milliards, mais je sais pas, peut-être que c'est un moment pour conclure, j'en sais rien. Je vérifie juste, là, je check. Peut-être, on l'a déjà abordé un tout petit peu, mais j'aimerais juste peut-être redire
quand même quelques minutes sur le lichen. Donc le collectif qui s'intéresse aux méthodes pour prendre en compte les points de vue des non-humains dans nos projets humains. C'est un acronyme, lichen, ça veut dire Laboratoire des interdépendances concernant les humains et les non-humains. On est une vingtaine de membres actifs sur toute la France. On a beaucoup de projets passionnants, mais on est tous plus ou moins bénévoles. Il y en a quelques activités qui sont semi-rémunérées dans ce collectif, mais on aimerait bien progressivement le professionnaliser et redynamiser les élans de chacun par de l'énergie argent. Et donc on a quelques projets qui sont... Il y a un gros projet qui est mécéné, le projet de revue, là, on a un mécène, ça c'est top, ça nous permet de la faire cette revue, sinon on pourrait juste pas la faire. Puis on a un gros projet qui est en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, qui consiste à recenser un maximum d'expériences pratiques de mise en relation entre les humains et les non-humains, justement. Donc c'est un projet de toute façon qu'on avait déjà, mais là, l'Office français de la biodiversité le lance aussi, donc on le fait avec eux, pour eux, on est un peu payé pour ça. Mais quand même, là, j'en parle maintenant, parce que s'il y a des personnes qui voient comment on pourrait trouver des moyens de se financer sur le lichen, pour augmenter ce changement de paradigme avec toute cette approche-là, ça nous aiderait pas mal. Le message est passé. Et on te contacte sur LinkedIn ou sur ton site directement? Ouais, sur le site, soit le site du lichen, le-lichen.org, soit sur mon site, entrelesarbres.com. Il y a des formulaires de contact. Et en plus, vous pouvez retrouver toutes les formations, les dates, etc. Ouais. C'est très chouette. Ouais. Avec un peu de participation consciente. Ouais, je fais certaines propositions en participation libre et consciente. Pareil, pour tester une autre manière de faire circuler l'énergie argent, plus dans l'esprit de l'économie symbiotique. Et ça marche plutôt pas mal. Ça dépend de comment j'en parle. Et évidemment, ça dépend aussi si ça a été puissant ou pas. Mais j'ai eu des très belles surprises. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ton partage, pour ces jolis mots. Je suis touchée parce que chaque mot est, comme tu dis, le pouvoir des mots est important et je crois que cette dimension-là, on la capture beaucoup dans ce que tu partages. Tu redonnes du sens à certains mots qui sont tellement passés dans le langage usuel qu'on en oublie en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et ce que ça crée comme biais ou comme dans notre inconscient et donc comme comportement. Je serais ravie de participer à une expérience en forêt à tes côtés. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie. Donc, peut-être qu'on pourra faire ça. Merci beaucoup, Serge, pour ton partage. Merci, et merci pour vos questions, parce que j'adore les questions juteuses comme ça. Ça fait vraiment, moi aussi, ça me permet de... Des fois, j'ai des révélations en répondant à ce genre de questions. Donc, c'est très, très chouette. Merci. Merci beaucoup, Serge. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!